Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande, vous êtes sur Calédonia et ce soir on va revenir sur les 10 ans d'association entre la SMSP et POSCO, une usine pyrométallurgique de renommée mondiale. La société affiche un résultat de 27 milliards en 9 ans. Est-ce que ce modèle de partenariat sera aussi bénéfique pour la Chine? Avant d'avoir toutes les réponses et de retrouver nos invités, regardez ces images. C'était la semaine dernière, directement à l'usine, à la SNNC, en Corée du Sud. On voit la coulée, on est en plein cœur de l'usine. Les acteurs économiques du nickel calédonien se sont rendus là-bas. Pour célébrer les 10 ans du partenariat, on y voit Paul Niaoutine, une usine détenue à 51% par la SMSP. Ce soir, on va revenir sur cette association entre le mineur, qui est la SMSP, et l'acieriste ou le métallurgiste, qui est la SNNC POSCO. C'est cette usine qui transforme le minerai calédonien en métal. Et pour en parler avec nous ce soir, André Dang, président de la SMSP. Bonsoir Monsieur Dang et merci d'être avec nous sur Calédonia. Bonsoir, je vous en prie. Avec nous aussi Laurent Châtenay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement directeur adjoint en charge des opérations et du développement à Noravenir. Mais ce soir, vous êtes avec nous pour nous donner un regard d'expert dans le domaine de la mine et nous parler des cours du nickel. Messieurs, avant de commencer, regardez ces chiffres en 10 ans. La production, le chiffre d'affaires est passé de 27 milliards en 2009 à 54 milliards en 2017. C'est le résultat sur les 9 ans. On voit que le bilan est positif. Vous n'avez pas connu la crise, contrairement à l'usine de Doniambo et de Goro. Comment vous l'expliquez, Monsieur Dang? Il s'agit d'une question de performance. Et comme avec la nouvelle technologie que nous bénéficions du côté de POSCO, puisque c'est un acieriste qui a une expérience et qui est le leader mondial de la production d'acier inoxydable, et il connaît très bien dans des fours, lequel leur permet à la SNNC de bénéficier toute leur expérience. Et c'est comme ça que nous avons réussi à être le meilleur aujourd'hui dans le coût cash cost, qui est de 4,16 $ en 2016. Alors en 9 ans, vous avez fait un résultat de 27 milliards. Les détails, monsieur? Oui. En effet, ces 27 milliards comprennent d'abord une distribution de dividendes qui est de 19 milliards, mais pour la SMSP, c'est 9 milliards 700 millions. Et aussi l'amortissement de l'investissement qui a été fait pour cette usine, qui est de 35 milliards, dans lequel l'usine a été complètement payée. Et ce qui fait que le bénéfice total pour la SMSP est de 27 milliards 700 millions. Une réaction, Monsieur Châtenay, sur ces résultats? Moi, je trouve que c'est fantastique, c'est un résultat fantastique. Il y a 10 ans, on n'imaginait pas que cette usine puisse devenir une réalité un jour. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des exemples d'usines, notamment localement, qui avaient eu beaucoup de problèmes dans leur phase de construction, et qui ne sont toujours pas encore à pleine capacité, et que le modèle POSCO, et grâce, comme le disait Monsieur Dang, l'expertise du premier acieriste mondial, ça a permis une réalisation optimale de cette usine qui a bénéficié aussi de conditions de marché, ce qui fait que cette usine, l'investissement de cette usine a été amorti très très rapidement, et grâce à cette expertise de POSCO et à cette association donc d'une société calédonienne qui a apporté la ressource minière et qui est majoritaire au capital, il faut le rappeler. À hauteur de 51%. C'est ça. Alors c'est un modèle qui est particulier, qui casse les codes si on peut dire, puisque les courtiers, en fait, il n'y en a pas entre la SMSP et POSCO. En effet, nous avons supprimé toutes les intermédiations, c'est-à-dire les traders, qui sont des agents commerciaux. Et là, c'est un partenariat qui est en direct entre le consommateur de nickel et le mineur. Et c'est comme ça que nous avons pu réduire aussi les coûts de commission et les coûts commerciaux.
Monsieur Châtenay, est-ce que ça a participé à ces résultats positifs? Qu'est-ce oui, que ça a apporté Évidemment, bon, c'est comme le disait M. Dang, la suppression des intermédiaires, donc de suppression de certaines couches de coûts, en quelque sorte, et donc une relation directe qui permet d'optimiser la rentabilité de cette entreprise. Alors, les résultats sont positifs, la production et les chiffres d'affaires augmentent avec 2 lignes de production. Finalement, le visionnaire qui est Paul Niaoutine a eu raison d'aller jusqu'au bout de ce projet, finalement. Oui, et je crois il faut savoir que c'est grâce à lui qu'on avait pu négocier cette affaire, car il est venu chez POSCO avec moi et dans lequel nous avons présenté nos argumentations, et lui, de son côté, a convaincu le président directeur général de POSCO à l'époque. Et aujourd'hui, POSCO, on est très, très heureux et enchanté de cette négociation. Il faut se réjouir quand ça marche. Oui. Tout à fait. Je peux vous dire que je me réjouis beaucoup, puisque c'est la plus belle usine aujourd'hui au monde qui a été jugée, et que tous les fondeurs du monde souhaitent la visiter. Et d'ailleurs, nous avons aussi les 2 fondeurs de chez nous, ici en Nouvelle-Calédonie, dans la SLN, pour ne pas citer de nom, et du côté de KNS, notre filiale a pu visiter et se rendre compte comment on le fait pour pouvoir réduire ses coûts dans ces périodes très difficiles. Alors un mot, Monsieur Dang, sur l'endettement. La province Nord est endettée d'environ 400 milliards à cause de la SMSP. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Moi, je peux vous dire, c'est de la fabulation, c'est l'accusation non fondée, car l'endettement, justement, ça a été une négociation exceptionnelle et innovante qui a été inventée par nous, les financiers de chez nous, de façon à pouvoir éviter de prendre des risques financiers dans cette affaire. Ni la SMSP, ni la province Nord ne devaient de l'argent. C'est le projet lui-même qui doit de l'argent, et c'est le projet qui va travailler pour payer cet endettement, son investissement. Et ça, c'est une négociation qui a été très, très, très difficile, mais nous avons réussi à convaincre les investisseurs et surtout les financiers du groupe Glencore. Donc cette accusation n'est pas fondée? Absolument pas. C'est faux. C'est politique. On raconte n'importe quoi, ou alors c'est vraiment minable de voir des gens qui sont élus et ne sont pas en mesure de savoir un montage financier d'une telle affaire. Une réaction, Monsieur Châtenay? Oui, il faut bien comprendre en fait le mécanisme de financement de ce projet. Comme le disait André Dang, c'est un financement de projet, c'est-à-dire que le risque financier est logé dans la société d'exploitation. Ce n'est pas un endettement de la province Nord. C'est un mécanisme de financement très classique dans l'industrie. Après, quand on entend certaines personnes qui critiquent cet endettement, on a affaire à des rabat-joie. On se demande comment ils montent des affaires. Moi, je ne connais pas beaucoup d'affaires qui ont la capacité à s'autofinancer sans avoir recours à la dette. Même du point de vue personnel, vous voulez acheter une maison, vous avez recours à la dette, une voiture. Est-ce que vous avez un exemple de financement de projet. Quasiment tous les projets dans le monde aujourd'hui sont financés sur la base d'un endettement bancaire. Donc en face, qu'est-ce qu'il y a en face? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que de la dette. Quand on entend parler de ces gens, on imagine qu'il n'y a que de la dette. Maintenant, il y a une usine, il y a un actif, il y a un domaine minier qui appartient toujours à une société calédonienne et qui appartiendra toujours à une société calédonienne. Et il y a une usine qui est sortie de terre en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, elle a de la dette parce que c'était nécessaire pour son financement. Et d'ailleurs, c'est assez exceptionnel parce que il y a une époque, moi je me rappelle, au Canada ou aux États-Unis, j'avais l'occasion de travailler pour Inco et j'étais en charge du pool bancaire d'Inco. Les banques internationales à l'époque ne connaissaient pas la SMSP et ne voulaient pas prêter un sou à la SMSP. Et ben, c'est là où tout le miracle finalement de ce projet, c'est que M. Dang et ses collaborateurs ont trouvé un mécanisme, et ses partenaires ont trouvé un mécanisme de financement qui a permis de faire de cette usine une réalité. Oui, il y a de la dette, mais c'est une usine qui, au terme du remboursement de cette dette, appartiendra en majorité à une société calédonienne avec des intérêts portés par la province Nord. Il faut savoir, je dois vous ajouter aussi, où c'était intelligent, c'est que ce projet, l'usine n'a pas le droit
et ni Glencore n'a le droit d'hypothéquer et utiliser le Koniambo pour les emprunts. Donc c'est une idée de Paul Gnautine et il a fait valoir ceci, et qui n'a pas été facile à l'accepter, mais finalement, compte tenu de cette affaire qui était une affaire très importante, aussi bien pour Glencore que pour la Nouvelle-Calédonie, il a été contraint d'accepter et de prendre tous les risques financiers. C'est le partenaire minoritaire qui a 49%, qui prend tous les risques financiers. En aucun moment, la province n'a pris un seul risque financier, et encore moins la SMSP. Et le montage financier entre la SMSP et POSCO, ça s'est fait un peu sur le même modèle? Non, c'est un autre modèle, mais quoi qu'il en soit, c'est un modèle qui est différent, puisque c'est encore une invention de notre part qui n'a rien à voir avec le projet Koniambo. Ce modèle avec POSCO, c'est une autre façon de faire. Alors avant de continuer à parler de cette association, pourquoi une usine en Corée alors qu'on a une usine à Vaud? Regardons un extrait de cette vidéo et on en reparle juste après. L'exploitation de l'usine du Nord et de son massif minier du Koniambo donne à la SMSP, qui en détient 51%, les moyens de répondre à sa mission d'intérêt général et d'en récolter les premiers fruits. Mais les autres mines de la SMSP sont vieillissantes. Le minerai de faible teneur qu'on y exploite ne répond plus aux exigences de qualité des clients japonais. Face à cette situation, la SMSP noue alors un partenariat avec le coréen POSCO pour la construction d'une usine en Corée du Sud, dont elle détient aussi 51%. Ainsi, le minerai à faible teneur, inexploitable localement, peut y être traité et dégage une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Une tonne de minerai, une fois transformée en ferro-nickel, vaut 3 fois plus et encore davantage après transformation en produit fini. En cas d'épuisement de la ressource minière de la SMSP, l'usine de Corée restera la propriété du pays et pourra être alimentée avec du minerai calédonien, philippin ou autre. En cas de vente de cette usine, c'est 51% de la valeur de cet actif qui reviendra aux Calédoniens. Aujourd'hui, et à titre d'exemple, la première ligne de production de cette usine est estimée à 200 milliards de francs. Monsieur Dang, comment vous avez négocié ce partenariat avec POSCO? Mais ce partenariat avec POSCO, c'est un partenariat croisé, dans lequel nous avons monté une société qui s'appelle la NMC, qui a toutes les autorisations d'exploitation. Et nous avons... Nickel Mining Company. C'est ça, Nickel Mining Company. Et nous avons cédé les 49% à POSCO pour recevoir les 172 millions de dollars. Et ces 172 milliards, comme c'est les 49% du prix de 49% de NMC, et le prix de la SNNC, la construction de cette usine, coûtait 352 millions de dollars. Et donc la moitié. Et SMSP avait reçu 172 millions de dollars, mais elle n'avait dépensé que 102 millions de dollars pour la construction de cette usine. Et POSCO, 98 millions de dollars pour les 49%. Et le reste a été financé entièrement par les banques coréennes. Alors cette joint venture, c'est-à-dire cette association, a été faite pour valoriser le minerai de faible teneur. Monsieur Chatney, quelle est la teneur du minerai qui est exporté en Corée? Sur POSCO. Sur POSCO. Alors, je vais me retourner vers André. Sur POSCO, oui. Oui, de ce côté, nous avons normalement notre étude de faisabilité et a été préparée pour 27 000 tonnes avec une teneur de nickel de 2,27, mais on s'est aperçu que ce projet dans l'investissement est tellement intéressant et nous avons, au moment de la transformation, l'étude donnait aussi que même à 2,07, elle donnait des résultats, et lequel nous avons préféré d'utiliser un minerai de basse teneur, moins que 2,27, donc c'est du 2,07 au début. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec la deuxième ligne, pour pouvoir pérenniser quand même tout notre domaine minier, car ce sont des vieilles mines qui sont éphémères et dispersées que nous avons reçues du groupe Antcos qui a été en faillite, et puis aussi les mines abandonnées par la SLN que nous avons rachetées. Et ces mines-là n'ont plus de teneur commerciale. Donc nous avons fait en sorte que la teneur d'utilisation aujourd'hui est à 2% et parfois moins de 2%. Monsieur Chatney? Alors ça, c'est de la garnierite en fait, hein. C'est ce qu'on appelle la saprolite. Et en fait, ce minerai
sa politique à cette teneur qui est basse par rapport à la teneur qui est utilisée dans les autres usines, que ce soit celle de Doniambo notamment, c'est une teneur qui n'est pas valorisable aujourd'hui par nos usines. Donc c'est une opportunité de pouvoir valoriser au mieux, parce que ça se différencie d'une simple exportation de minerai de nickel, puisque derrière c'est du minerai qui est transformé dans une société dont la majorité du capital appartient à une société calédonienne. Donc c'est une forme d'optimisation de la valorisation d'un nickel qui aujourd'hui n'est pas techniquement traitable en Nouvelle-Calédonie. Oui, parce que finalement ce minerai il est accumulé et si on ne l'exploitait pas, il serait laissé de côté. Si aujourd'hui il est exportable, puisque nous avons créé finalement de la concurrence, puisque les Japonais ont été contraints d'accepter notre teneur d'exploitation, que par le passé, ils imposaient une teneur et aujourd'hui ce sont des mineurs qui imposent la teneur. Et comme le nickel est une ressource qui est épuisable et qui n'est pas renouvelable, et donc ils n'ont pas le choix, et surtout lorsque nous avons terminé notre usine et que notre teneur de nickel, on l'utilise aujourd'hui à moins de 2%, les concurrents sont contraints d'utiliser à moins de 2%. Mais ce qu'il faut retenir dans cette opération, c'est que nous sommes les précurseurs dans la baisse de la teneur de nickel. Et d'autant plus que c'est une affaire de plus. Le mineur, ça reste toujours mineur, on ne change pas de mineur, et le trader restera toujours trader, mais qui n'a rien à voir avec nous. Nous, c'est une opération directe que l'on vend à l'usine. Et que l'usine, c'est une usine calédonienne parce que nous détenons 51% dans lequel nous vendons, le nickel est vendu au même prix pour cette usine, au même prix que ce que les mineurs et la SLN vendent aux Japonais ainsi qu'aux Chinois. Donc par conséquent, c'est une affaire en plus de ce que nous faisons, donc, et qui est calédonienne. Dans les intérêts, ce surplus-là, c'est pour pouvoir maximiser le retour de la valeur ajoutée qui est créée par la commercialisation du métal, qui se multiplie par 5 ou par 10 selon le prix du LME. Donc, qui n'a rien à voir, c'est sans commune mesure avec le prix de la vente du minerai, qui est minime, alors que l'autre côté, c'est là que ça dégage le maximum de profit. On peut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui, puisque c'est 51 pour nous et 49 pour notre ami POSCO. Un détail très important pour la Nouvelle-Calédonie aussi, c'est que l'abaissement de la teneur augmente la durée de vie du gisement. Donc en fait, ces gisements-là, ils pourront être exploités en Nouvelle-Calédonie pendant plus longtemps, donc produire des emplois pendant plus longtemps. Alors, quelles sont les mines en fait qui fournissent ce minerai pour l'usine à POSCO ? La NMC dispose de 4 centres miniers dans lesquels la majorité des mines, du minerai venant de la NMC, puisque POSCO est associé dans la NMC. Mais ce que ne peut pas livrer, évidemment, les mineurs privés ainsi que la SLN nous livrent une partie du minerai. Mais ce que nous espérons demain, c'est de pouvoir traiter tout le minerai de toutes le souhait que voudrait la province Nord, c'est que tout le minerai du pays doit être traité en priorité dans des usines calédoniennes, dans les intérêts calédoniens. Et c'est pour cette raison que nous nous appliquons à faire non seulement progresser dans cette affaire avec POSCO. L'exemple est fait puisque les chiffres parlent aujourd'hui sur une expérience de 9 ans et nous voulons le faire aussi en Chine. Et c'est comme ça qu'on est allé en Chine de façon à faire la même opération, c'est-à-dire l'acquisition d'une usine en Chine pour pouvoir traiter du minerai en dessous encore de la teneur que nous livrons à POSCO. Alors justement, c'est la deuxième étape, c'est la valorisation de minerais de teneur encore plus faible, environ 1,65% à destination de la Chine. Là, si vous voulez, c'est aussi super intéressant pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas la capacité industrielle, technique,
à traiter ces nickels-là en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'on peut entendre, mais pourquoi on ne le fait pas ici et finalement on ne peut pas. Il faut se poser la question de savoir aussi si on veut une 4e usine. Je pense que beaucoup de gens considèrent qu'avec déjà 3 grosses usines en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la taille du pays, c'est déjà beaucoup. Et puis aussi, il nous faut des ressources humaines, il nous faut de la compétence pour gérer ces usines-là. Donc sur un petit marché comme la Nouvelle-Calédonie, un petit pays avec 250 000 habitants, c'est pas évident. Donc là, et l'autre aspect des choses, c'est que ces usines-là, elles ont la capacité, et le modèle POSCO l'a démontré, ce sont des industriels qui ont la capacité à construire ces usines de façon très efficace, en respectant les plannings, en respectant les budgets, et en les rentabilisant techniquement et économiquement assez rapidement. Donc l'alternative, en quelque sorte, pour un mineur, si on ne l'exporte pas, ce petit minerai qui est aujourd'hui pas valorisable dans les usines calédoniennes, il faudrait le stocker. Donc ce serait la double peine. Finalement, il faut dépenser de l'argent pour stocker ce minerai qui n'est pas utilisable et on n'en retirait aucune ressource. Tandis que là, en fait, non seulement on économise les coûts de stockage, mais en plus de ça, on le vend, on le valorise dans une usine qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, messieurs, regardez ces images du chargement à Wako qui a été filmé par Prosper Poigou. Il s'agit du Kirian Caribbean en plein chargement du minerai à faible teneur, justement. Et vous allez voir, en regardant un extrait du reportage diffusé ce soir par Prosper, que ça fait travailler les gens des tribus. Regardons tout de suite un extrait. Donc nous avons dans la baie le premier minéralier en partance pour la Chine. Donc ce minéralier est supposé contenir plus de 62 000 tonnes de minerai en fin de chargement. Donc cette mission est très importante pour nous car elle nous permettra, dans le cadre où nous réussissons nos objectifs, nous atteignons nos objectifs, elle nous permettra de valoriser tout ce minerai à basse teneur que jusque-là nous avions du mal à en tirer de la valeur ajoutée. Donc à travers ce nouveau réseau commercial, nous allons pouvoir écouler des stocks et en retirer de l'argent, ce qui sera très bénéfique pour le centre et donc pour la société. Ok, voilà, Tipo, c'est une entreprise, on va dire privée, qui a été créée en avril 2016 par le clan du bord de mer et une partie BIMS, qui est une entreprise internationale. Donc pour savoir, le premier chargement qu'on est en train d'effectuer, c'était un bateau chinois. Donc oui, du coup, nous, ça nous surprend, mais sinon, nous, au niveau de la logistique, ça reste toujours le même cheminement de tous les autres chargements qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire pour la Corée, quoi, pour POSCO. Mais là, ça change, c'est juste que voilà, c'est le fait que c'est un bateau chinois. C'est juste ça qui change. Du coup, avec les bateaux chinois, ça met en plus encore des bateaux à charger, des minéraliers à charger. Donc du coup, nous, c'est bénéfique pour nous, bénéfique pour notamment toute la région de Ngomène et puis pour le travail. Laurent Châtenay, une réaction sur ces images? Encore une fois, c'est fantastique. Hein. C'est la possibilité donc, de valoriser ce minerai qui autrement nous coûterait de l'argent en quelque sorte. Et donc, selon un modèle un petit peu différent de celui de POSCO, mais qui est aussi très intéressant pour les intérêts calédoniens, puisque c'est la valorisation dans une transformation, dans une usine industrielle en Chine, qui est, il faut le rappeler aussi, le plus gros consommateur d'acier inoxydable. C'est la Chine en quelque sorte qui, par ses besoins de développement industriel, sa croissance, tire en quelque sorte les prix de l'acier inoxydable vers le haut et également du nickel. Et donc quand la Chine ralentit, effectivement les prix aussi ont tendance à diminuer. Monsieur Dang, si jamais les Chinois ne sont pas satisfaits du minerai que l'on fournit, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont satisfaits puisqu'on n'a que du bon minerai. Oui, on a de la qualité, et puis d'autant plus que la NMC, jusqu'à présent, nous livre du minerai de très bonne qualité et des quantités et teneurs bien vérifiées. Donc on n'a pas de souci de ce côté. Quoi qu'il en soit, c'est une usine qui nous appartient déjà à 51%, dans lequel c'est une usine française. Hein, donc c'est aussi de pouvoir absorber tout le minerai que l'on ne peut pas charger
chez nous, qui est dans la teneur ne peut pas être utilisé ni pour la consommation locale, ni pour POSCO, pour l'usine en Corée du Sud. Et donc, nous allons le valoriser, qui permet aussi la création de plusieurs centaines d'emplois supplémentaires. Alors, on vous a reproché d'aller en Chine. Pourquoi, alors que ce sont nos concurrents directs? Écoutez, nous sommes venus en Chine puisque aujourd'hui l'autorisation d'exportation vers la Chine pour les mineurs, et nous pensons qu'il faut absolument créer un outil supplémentaire qui permet de créer de la valeur ajoutée sur ce type de minerais exportés en Chine. Et donc, la SMSP se charge avec la province Nord d'avoir des partenaires et dans lesquels nous contrôlons nous-mêmes par la suite de la fabrication de valeur ajoutée qui se fera et permettra à tous les mineurs demain de pouvoir livrer leurs produits qui ne peuvent pas être vendus ni aux Japonais ni à POSCO, de pouvoir vendre en Chine, mais dans une usine calédonienne dans laquelle nous demandons cette priorité, puisque nous avons investi pour pouvoir faire un outil supplémentaire qui n'a rien à voir avec la vente du minerai. Mais ce minerai-là transformé et ramener les dividendes au pays pour sa construction et le développement de la Nouvelle-Calédonie. Car jusqu'à présent, si vous voulez, quand c'est vendu aux fondeurs japonais ou aux Chinois, eux, ils reçoivent tout le profit de la métallurgie. Donc là, ça revient au pays. Et là, ça devient un partage équitable qui serait, comme disait le président Néotine, une affaire gagnant-gagnant. C'est-à-dire un partage. Oui. Monsieur Châtenay, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un modèle différent encore qu'avec la Corée? Oui, mais c'est un modèle qui, encore une fois, optimise le potentiel de valorisation de notre minerai. Il ne faut pas oublier non plus que ça se passe dans un contexte économique qui aujourd'hui est plutôt ralenti. Donc c'est une ressource supplémentaire pour le pays. Et plutôt que de la laisser, encore une fois, comme je vous dis, de la stocker, ce qui coûterait de l'argent donc à l'opérateur, c'est la possibilité de créer une ressource valorisable à travers la constitution d'une société, encore une fois, contrôlée par des intérêts calédoniens. Et ça tombe bien, c'est le bon moment. La Nouvelle-Calédonie a besoin de toutes ces ressources potentielles. Ça fait de l'emploi, ça va faire de la consommation supplémentaire localement. Et donc, ça favorise l'activité économique du pays. Alors, pour parler de production, messieurs, regardez ces chiffres. Ils représentent les capacités de production de nos usines ici au pays par an. Bien sûr, les produits sont différents. Pour la SLN, 60 000 tonnes de minerais, KNS, 60 000 tonnes, Goro aussi. Et pour POSCO, 54 000 tonnes. Monsieur Dang, pour la Chine, quelle sera la capacité de production par an? Le départ, nous allons, à l'heure actuelle, si vous voulez, selon l'inventaire dans les minerais disponibles de notre groupe, c'est-à-dire la NMC, est de 600 000 tonnes par an de minerais, ce qui fait 5 000 tonnes de nickel métal contenu dans des ferros. Et que par la suite, bien sûr, comme le marché est en Chine, et les tests métallurgiques nous donnent raison à notre étude et qui nous permet, si vous voulez, de valoriser plus, nous allons construire un deuxième et un troisième four pour pouvoir, suivant un peu les quantités de minerais, car il ne s'agit pas de parler de l'usine si on n'a pas suffisamment de minerais. Et pour l'instant, nous sommes à l'étude de production. Il est sûr et certain que le marché du nickel est en Chine. Et nous espérons que tout le minerai vendu aux Chinois aujourd'hui, sans retour de valeur ajoutée, la vente brute, nous allons pouvoir demain le traiter dans nos propres usines. La SLN va participer à... Nous sommes en cours de négociation avec la SLN. Évidemment, pour l'instant, la SLN est commandée par Eramet. Ce n'est pas SLN qui commande, c'est Eramet. Et Eramet nous demande encore un temps de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, je pense que pour des raisons morales, puisque SLN, c'est un produit qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, le nickel, c'est comme l'eau du pays, il appartient à tous les Calédoniens. Donc, SLN
puisqu'ils vendent à l'extérieur, nous leur demandons de vendre à la SMSP, car nous payons au même prix que les étrangers. Et je pense que de ce côté, nous allons pouvoir convaincre Eramet et SNN. Monsieur Châtenay, c'est important que les miniers aussi au pays participent à oui, ce c'est partenariat. important. Ce sont des opérateurs industriels, des opérateurs économiques du pays qui contribuent à la valorisation de la principale ressource naturelle. Donc oui, évidemment, à un moment donné, il y a un certain nombre d'intérêts qui peuvent être convergents, même si chacun a des technologies différentes, des intérêts aussi différents. On peut avoir des intérêts convergents et je pense qu'il faut arriver à un moment donné à travailler en bonne intelligence au mieux des intérêts de chacun pour valoriser cette ressource. Alors, Monsieur Châtenay, quelle est la part de la Nouvelle-Calédonie en pourcentage sur la production mondiale de nickel? Où est-ce qu'on se situe? Vous me posez une colle là aujourd'hui. À peu près. Je crois on doit être au 4e rang, je crois, des producteurs de nickel métal, ou en tout cas avec quand on convertit les quantités de minerais qui sont extraites en nickel métal, on doit être au 4e rang mondial. Donc on est aujourd'hui un opérateur industriel dans l'industrie du nickel très très conséquent. Alors vous êtes là aussi Merci pour ces informations. Vous êtes là aussi partenaire à hauteur de 51% en Chine, mais sans dépenser d'argent. Comment c'est possible, Monsieur Dang? Écoutez, c'est ce que vous avez annoncé. Il faut savoir que c'est une... oui, bon. Il est bien de rencontrer quand même cette coïncidence dans laquelle le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous avons saisi l'occasion où cette usine a été construite et ils avaient un contrat avec l'Indonésie. Et en 2014, l'Indonésie a décidé de procéder à un ban de nickel, c'est-à-dire l'interdiction d'exporter du minerai brut. Alors nous sommes venus et il est évident que le premier four qui a été construit, ils devaient construire 2 fours, ils ont arrêté le deuxième, mais le premier four, c'était pour utiliser le minerai de l'Indonésie. Et comme ils ne peuvent plus avoir du minerai pendant ce temps-là, nous sommes venus et on leur a dit, voyez, associez-vous à nous. Et nous avons du bon minerai. Et nous avons invité les Chinois à venir chez nous, et dans lequel on s'est engagé pendant 25 ans à leur vendre du minerai, enfin, à la société en question, mais pas question de leur permettre de rentrer dans le capital de nos mines, ni d'avoir un bureau en Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez, on le fait comme si c'était un client, mais l'avantage que nous avons, c'est que nous disposons de 51% et nous sommes les maîtres chez eux dans cette usine de production. Certainement, nous allons faire, si tous les mineurs nous livreront du petit minerai dont ils disposeront et qu'à l'heure actuelle ils livrent directement aux fondeurs chinois, nous leur demandons de nous livrer chez nous. À ce moment-là, nous ferons la 2e et la 3e ligne en Chine. C'est la première fois qu'un pays impose son modèle de partenariat? Oui, nous avons imposé puisqu'on a voulu tester pour savoir la valeur de notre ressource. Et cette valeur de notre ressource, il suffit d'un engagement. C'est aussi la crédibilité de la Nouvelle-Calédonie, mais la crédibilité surtout de la province et de la SMSP. Avec un engagement d'un contrat de 25 ans, nous obtenons une participation de 51% dans une société qui existe déjà. Monsieur Châtenay, on peut dire que c'est un coup de génie. Il y a un point qui est important de faire. Oui, c'est un coup de génie. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une fenêtre de tir. André Dang le disait, ça s'est passé à un moment où le gouvernement indonésien a décidé d'arrêter et d'interdire ses exportations pour s'inspirer du modèle calédonien et construire des usines chez eux. Pour valoriser son minerai chez eux. Mais ce qui s'est passé, donc, il y a eu une fenêtre de tir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que les Philippines produisaient que 35 000 tonnes d'équivalent nickel-métal. Les Philippines, depuis, sont devenues le plus grand exportateur de minerais au monde. Ils exportent l'équivalent, je crois que c'est 250 000 tonnes de métal aujourd'hui. Et que si M. Dang et la SMSP n'avaient pas saisi cette opportunité à ce moment-là, eh bien, je suis sûr que ce sont les Philippins qui auraient fourni POSCO. C'est les Philippins qui auraient fourni les Coréens. Et c'est une opportunité que la Nouvelle-Calédonie aurait perdue. Donc,
chapeau aussi, il fallait être là au bon moment, avec la solution qui a été proposée donc, à POSCO et avec le modèle de financement qui a permis de faire en sorte que cette usine devienne une réalité. Merci messieurs, on fera un autre bilan dans 10 ans avec l'usine en Chine, voilà, avec le partenariat de l'usine en Chine. Merci d'avoir fait partie de la bande, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouvera bientôt et nous on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau feuilleton qui sera sur la télécardiologie ou comment surveiller son cœur à distance. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, je vous dis bonne soirée et à bientôt sur Calédonia.